Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Ahmed Laouej. Bonjour. Bonjour. Sénateur pour le Parti socialiste. Je vais peut-être commencer par interroger le spécialiste des finances que vous êtes. Il y a une manifestation des agents du fisc en ce moment dans les rues de Bruxelles. Vous comprenez qu'ils expriment une certaine forme de ras-le-bol ? Ah, je le comprends totalement. Malheureusement, ça couvre depuis déjà très longtemps. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu le ministre des Finances, Koen Geens. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une grande réorganisation du département des Finances, le plus grand département fédéral. C'est plus de 27 000 agents à qui on demande aujourd'hui de rejoindre une nouvelle affectation sur base de toute une série de critères qui sont très peu lisibles, qui ne sont pas clairs du tout. Donc il y a un manque d'information et puis surtout un manque de confiance avec les gestionnaires actuels du département des Finances. Donc on va vraiment vers une situation chaotique. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça m'inquiète à plus d'un titre. Ça m'inquiète d'abord parce que le service aux citoyens peut s'en trouver menacé, mais surtout parce que c'est une administration qui est au cœur des finances publiques en matière de lutte contre la fraude fiscale, de vérification, et c'est tout ça qui aujourd'hui est menacé. Donc j'interpellerai demain M. Geens en lui demandant de reprendre en main ce dossier. Je crois que la délégation à certains gestionnaires qui ont manifesté leur incompétence a assez duré. Ouais. Est-ce que ce département, d'une manière générale, est bien géré et est-ce que tout est à mettre sur le dos de Koen Geens ou est-ce qu'il faut remonter à ses prédécesseurs ? Il faut très certainement remonter à ses prédécesseurs. Steven Anackereux ? C'est un département bien plus loin. C'est un département. Donc Didier Renders ? Et même avant, c'est un département qui est en restructuration depuis plus de 20 ans. Donc ça a démarré à l'époque de Philippe Mestat. Ça s'est poursuivi avec M. Renders qui clairement n'a pas bien géré les affaires du département des finances et la gestion du personnel en particulier. Et malheureusement, ça s'est poursuivi avec le CDNV qui pourtant en avait fait un cheval de bataille lors de sa campagne électorale en disant avec nous, vous verrez, on va améliorer la gestion du département. Mais les résultats ne sont pas là. Vous êtes en train de me dire qu'il faut un socialiste à la tête des finances ? Ah, peut-être qu'il faut un socialiste, il faut en tout cas quelqu'un qui s'en occupe avec le sérieux. Et quoi, le fond du problème, c'est quoi ? C'est qu'on ne donne pas assez de moyens techniques, informatiques, par exemple, aux agents du fisc, ou c'est qu'on manque de personnel, ou que c'est que ce personnel est mal organisé ? C'est que on a à un moment donné décidé de revoir complètement la structure du département. On a ensuite décidé de placer tous les agents dans les nouvelles structures. Et c'est là où le bas blesse, c'est que les choses se font sans critères qui soient clairs, compréhensibles par les agents, en créant de l'incertitude à l'égard de certains qui pourtant ont beaucoup d'expérience. Je vais vous donner un exemple. On va demain demander à quelqu'un qui pendant 20 ans a fait de la TVA de répondre au téléphone à des questions qui portent sur l'impôt sur les revenus. Ça n'a aucun sens. Et de la même manière, on insécurise les agents contractuels en les menaçant même de licenciement pour inaptitude. Donc ça ne va vraiment pas. Il faut vraiment que le ministre Geens reprenne le dossier en main, dossier qui avait été délégué jusque-là à des fonctionnaires généraux. Et pourtant, les rentrées fiscales sont bonnes. On avait dit que la lutte contre la fraude, il y a un secrétaire d'État qui s'en charge. Les socialistes dont vous faites partie disent qu'il obtient des résultats. Oui, alors lui, justement, il s'occupe de la grande fraude fiscale. Et de ce point de vue-là, on ne peut que se féliciter du bilan très positif Vous êtes de en train de dire que dès que c'est un Crombé. socialiste, ça marche bien, et dès que c'est un social-chrétien ou libéral, ça ne marche pas bien. C'est un peu manichéen. Je constate en tout cas que la gestion du personnel relève de M. Geens et que les agents, aujourd'hui, sont dans la rue. Alors, c'est la une du soir de ce matin. 606 milliards 16 d'euros en 2012, c'est le montant des intérêts notionnels. Donc, on peut dire quoi ? C'est un cadeau aux grandes entreprises, ou en tout cas une exonération d'impôts pour les grandes entreprises. Est-ce que c'est trop ? Mais c'est toujours la même confusion entre le coût brut de la mesure et le coût net de la mesure. Donc c'est une mesure qui en effet vise à réduire la fiscalité sur les sociétés en général. On rappelle le principe. Pour les entreprises qui ont un emprunt pour faire un certain nombre d'investissements, il y a des déductions d'impôts et on a imaginé un système équivalent pour ceux qui n'empruntaient pas mais qui utilisaient leur capital. J'ai résumé à grands traits. C'est tout à fait ça. Donc voilà. C'est tout à fait ça. Et donc ce que l'on constate dans les faits, c'est que c'est un avantage fiscal qui profite surtout aux grandes entreprises et très peu aux PME. On parle toujours à chaque fois d'ArcelorMittal, qui est un des gros bénéficiaires. En l'occurrence, il s'agit de la banque interne d'ArcelorMittal qui est venue s'installer spécialement pour profiter de ses intérêts notionnels. Je crois que ce n'est pas le bon exemple. Par contre, ce qui, je dirais, induit une confusion aujourd'hui et qui fait la manchette en effet de vos collègues du soir, c'est qu'on confond toujours le coût brut et le coût net de la mesure. Le coût brut, c'est en effet ce que facialement elle coûte à l'État, mais on oublie de dire qu'au moment où on a adopté cette mesure, il y a eu toute une série de mesures compensatoires. On a supprimé
les centres de coordination, ce qui rapportait quelques milliards d'euros. On a revu la fiscalité des plus-values. On a mis en suspens la déduction pour investissement, la réserve d'investissement. Bref, on a essayé d'avoir une neutralité budgétaire. Il y a eu un léger dérapage, mais certainement pas de l'ordre de 6 milliards, chiffre annoncé aujourd'hui par vos collègues du soir. Non, la Banque nationale s'était planchée sur le sujet dès 2008 et avait estimé le dérapage budgétaire de l'ordre de 400 millions. C'est évidemment 400 millions de trop, mais ça n'est pas les 6 milliards dont on parle aujourd'hui. C'est 800 millions de plus entre 2011 et 2012, alors qu'on a réduit les taux et qu'on essaye de contrôler le phénomène. À nouveau, toujours sur le coût brut, donc on ne tient pas compte des mesures compensatoires. En même temps, ce sont les chiffres qui concernent l'année 2011, nous sommes en 2013, et entre 2011 et 2013, le gouvernement fédéral a pris des nouvelles mesures pour restreindre encore le champ d'application des intérêts notionnels. C'est sous contrôle, on a diminué le taux. Et est-ce qu'il faudra renoncer aux intérêts notionnels pendant la prochaine législature? Ce sera dans le programme du PS? Mais je vous remercie de me poser la question, parce que je vous parle des intérêts notionnels, je vous parle de chiffres, mais ce qu'il faut parler, c'est de la mesure elle-même. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il faut faire autre chose. Il faut recycler les intérêts notionnels, prendre l'enveloppe budgétaire qui y correspond, pour avoir une politique fiscale de soutien à l'activité économique. Autrement dit, un soutien plus direct à l'investissement productif et à la création d'emplois. Donc je ne suis pas un supporter des intérêts notionnels. Donc une aide fiscale pour ceux qui créent effectivement de l'emploi, j'ai bien compris. Tout à fait, et qui investissent et qui créent de l'emploi en investissant. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire, il faut revoir la copie. Et que répondez-vous à ceux qui disent si on touche aux intérêts notionnels, de grandes entreprises vont partir et mettre leur centre de coordination, leur centre financier dans d'autres pays? Alors, si c'est leur centre financier, leur banque interne, très sincèrement, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment problématique pour la Belgique. Ce qui est important, c'est que les entreprises qui investissent dans l'investissement productif, c'est-à-dire l'investissement qui va engendrer une création de richesse, qui va engendrer une création d'emplois, qui va nourrir aussi finalement tout le tissu économique et qui, je m'excuse de le dire, va aussi permettre d'avoir de nouvelles recettes fiscales. C'est ça qu'il faut pouvoir soutenir. Donc il faut vraiment revoir les modalités de cette mesure pour ne plus simplement qu'elle s'applique à des fonds propres, des capitaux propres, mais qu'elle s'applique, qu'elle soutienne des investissements productifs et de la création d'emplois. C'est vraiment fondamental. Alors il y a un dossier qui est toujours sur la table du gouvernement, c'est la réforme bancaire. Est-ce qu'il faut-il séparer les banques de dépôt, les banques de spéculation? J'ai eu le sentiment que le PS disait oui, il faut les séparer et que finalement on ne les sépare plus. Alors, ce qui se passe, c'est deux choses. Koen-Geens, c'est parti du rapport de la Banque nationale qui dit quoi? Qui dit que lorsque une banque fait un certain nombre d'activités de marché, elle doit avoir suffisamment de capitaux propres. Et ce qu'il propose là, lui, c'est d'augmenter les capitaux, les fonds propres, afin d'assurer sa solidité. Donc la solidité et la garantie pour le consommateur et l'épargnant. Exactement. Ouais. Et dans l'hypothèse où cette part d'activité, ce qu'on appelle le trading, donc des activités de marché, devient trop importante, c'est alors d'isoler cette activité au sein du groupe pour éviter en effet qu'elle ne contamine l'épargne et les autres activités bancaires. Mais ça veut dire qu'on ne sépare plus d'un côté les banques de dépôt, de l'autre côté les banques spéculatives. C'est ce que propose la Banque nationale. Nous allons voir ce qui ressort des décisions que le gouvernement devrait prendre en fin de semaine. Ce que dit le Parti socialiste, c'est qu'il ne faut pas évidemment faire du fétichisme. L'important, c'est de protéger l'épargne. C'est que l'épargne, quoi qu'il arrive, l'épargne des ménages, quoi qu'il arrive, ne soit pas contaminée par les autres activités d'affaires du secteur bancaire. Mais après les grandes crises, on avait dit il faut séparer les banques. On n'est plus en train de dire la même chose. C'est-à-dire que la séparation des banques, et tous les rapports le disent, elle peut se faire par une séparation juridique, elle peut se faire aussi par une séparation économique, elle peut aussi se faire à l'intérieur du même groupe. Donc ce qui est important fondamentalement, c'est d'avoir un dispositif qui, quoi qu'il arrive, ne menace pas l'épargne des ménages qui est déposée dans les banques. L'autre volet dont on ne parle pas et sur lequel le Parti socialiste demande aussi des avancées, c'est la rémunération des banquiers. Et là, clairement, Loreton Koelling s'est exprimé à ce sujet. On doit évidemment aller beaucoup plus loin que ce que propose le ministre Geens. Cela étant, autant le ministre Geens, je le critique sur sa gestion du personnel, autant je trouve qu'il a fait preuve de beaucoup d'écoute, parce que comme vous le savez, nous ne sommes pas seuls au gouvernement, dans le dossier de la réforme bancaire. Alors j'ai une question Twitter pour vous. C'est Pierre-Yves Lambert qui vous demande pourquoi le service de l'enregistrement des baux au service public fédéral des finances ne transmet-il pas ces données au cadastre? C'est une excellente information, c'est qu'on a un outil d'information avec l'enregistrement des baux qui malheureusement ne fait pas l'objet d'une base de données qui soit suffisamment optimale que pour pouvoir utiliser par d'autres départements du SPF Finance. Donc je crois que
Pierre-Yves Lambert, en tout cas ici, me donne une bonne idée pour une question parlementaire. Ouais. Alors, question un peu dans la même thématique, dans les propositions de Didier Gauzuin, qui a sorti un livre il y a quelques 15 jours, il propose que, notamment, on aligne les problèmes du précompte sur, effectivement, des informations qui sont disponibles sur qui habite où. C'est une bonne idée. Il y a effectivement beaucoup de fraude chez les propriétaires d'immeubles à Bruxelles. Il y a effectivement des espaces de fraude en matière de fiscalité immobilière, ça me paraît vraiment fondamental. En même temps, je crois qu'il faut éviter un saucissonnage du problème. Il faut avoir une vraie réflexion sur la fiscalité immobilière pour la rendre plus juste, pour se rendre compte aussi qu'il est de plus en plus difficile de devenir propriétaire à Bruxelles. Donc on est là dans un domaine qui mérite plus que des petites formules ou des petites mesurettes qui finalement ne résoudraient qu'une partie du problème. Alors, le bilan de l'équipe d'Irupo, il est bon? Il est excellent. Ouais. Il est Vous avez applaudi à la conférence de presse d'hier, disant qu'au bout de 2 ans, tout le monde était formidable. Je ne me contente pas de l'applaudir, je fais surtout un effort de pédagogie pour bien expliquer à tous ceux qui peuvent, à un moment donné, nous prêter attention, que la situation dans laquelle nous étions au début du gouvernement est extrêmement difficile. Il faut juste se rappeler que la NVA, parti séparatiste, essayait de nous pousser à la faute pour amener le pays, je dirais, au bord de l'abîme. Avec Elio Di Rupo, on a stabilisé le pays, il est vrai avec une autre équipe, on a fait une grande réforme des institutions, on a aussi stabilisé le pays au plan de ses finances publiques. Il faut juste se rappeler qu'à l'époque où la NVA exerçait une grande pression politique sur la formation du gouvernement, les marchés financiers ne nous prêtaient plus de l'argent qu'à hauteur de 6%. On est revenu en dessous, à un moment donné, de 2%. On se restabilise à peu près autour de ce montant, de ce taux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous répondez à la NVA, justement, qui dit que cette communication d'hier sur le bilan des 2 ans n'est rien qu'un show, et à Écolo, également dans l'opposition fédérale, qui dit tout ça, c'est bien gentil, pas de quoi pavoiser, regardez le taux de pauvreté, il n'a pas arrêté d'augmenter, donc le bilan n'est pas si bon. J'aurais préféré qu'Écolo prenne ses responsabilités et nous rejoigne au sein de l'équipe gouvernementale. Ils l'ont fait pour la réforme de l'État. Mais pas pour le reste. Autrement dit, la réforme de l'État, oui. Ils ont d'ailleurs engrangé un certain nombre de touches, la responsabilisation climat, par exemple, il faut le dire. Mais en même temps, pour le reste, l'assainissement des finances publiques, les 22 milliards qu'il a fallu trouver, la nécessité de remettre aussi un petit peu d'ordre dans le fonctionnement d'un certain nombre de départements, tout cela, ils ne s'y sont pas associés. C'est un choix délibéré, je peux le comprendre. Mais en même temps, venir donner des leçons après, c'est un peu trop facile. Moi, ce que je vois, c'est que nous avons remis nos comptes publics à l'équilibre, nous avons redonné de la crédibilité au pays, et surtout, nous relançons la machine économique parce qu'on voit arriver les prémices d'une relance économique. Vous êtes sénateur, vous travaillez sur la loi de financement cette semaine. Elle sera votée... Elle sera votée la semaine prochaine. Et là aussi, je veux me féliciter du juste refinancement de Bruxelles. Ça n'était pas évident. Je rappelle les volontés tutélaires de la NVA de négation de la région bruxelloise comme institution à part entière. Eh bien, avec ce juste refinancement, non seulement nous apportons un peu de souffle à la région bruxelloise, mais en même temps, nous la réaffirmons comme institution à part entière à côté des 2 autres régions. Réforme de l'État, tout sera voté pour décembre? Ce sera voté pour décembre. Merci Ahmed Laoueche d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo. Bon après-midi à tous.